Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dédiée à la question du hors-jeu, et une courte vidéo pour revenir simplement sur ces problèmes et une solution potentielle derrière. Alors aujourd'hui, je pense que c'est assez communément admis, la question du hors-jeu et le hors-jeu tranché, décidé par l'arbitrage vidéo, comporte son lot de problèmes assez évidents, crée un nombre de frustrations assez intense, semble pas tout à fait adapté non seulement aux moyens technologiques dont on dispose, mais également à l'esprit du jeu. Est-ce qu'on a véritablement mis en place, à l'origine, est-ce qu'on a vraiment mis en place la règle du hors-jeu pour déterminer au millimètre près si un joueur était positionné devant un autre? Sans doute que non. Du coup, ce que je vous propose, c'est de revenir sur, à mes yeux, les 4 problèmes fondamentaux du hors-jeu, tel qu'il est décidé aujourd'hui, pour ensuite élaborer ou évoquer une solution parmi d'autres. Alors on commence, pour moi le problème fondamental du hors-jeu, et on va dire le problème théorique le plus connu, ça fait un petit moment qu'on en parle, on l'avait déjà mentionné dans une vidéo précédente au sujet de l'arbitrage vidéo, c'est qu'on ne dispose pas des moyens technologiques adaptés pour véritablement le trancher. Quand l'arbitrage vidéo se base sur une capture d'écran, le moment où le pied est entré en contact avec le ballon, et à ce moment-là, le placement du joueur offensif par rapport au placement du joueur défensif, le dernier joueur sur la ligne de défense, et ben en fait, quand on choisit cette capture d'écran, si on choisissait celle d'avant, on serait dans une position totalement différente. Si on choisissait celle d'après, on serait dans une position totalement différente. En gros, la marge d'erreur est trop forte. Je crois que les caméras aujourd'hui tournent soit à 30 images par seconde, soit à 60 images par seconde, même à 60 images par seconde. En gros, ce qu'on a réussi à déterminer, c'est que 60 images par seconde, ça veut dire qu'il y a une capture toutes les 0,02 secondes. Sur ce temps, et ben, un joueur offensif qui est en train de se déplacer vers le but, en train de sprinter vers le but par exemple, et un joueur défensif qui est peut-être en train d'aller dans l'autre sens, en fait, on a une marge d'erreur 20 cm. Une marge d'erreur de minimum 20 cm, ça veut dire que les hors-jeux qu'on est parfois en train de décider à 2, 3, 4, 5 cm au millimètre près parfois, sur des marges qui semblent absolument infimes, et ben en fait, on ne sait pas si le joueur est véritablement hors-jeu. On peut peut-être assigner une probabilité de hors-jeu, mais on n'en est pas convaincu, parce qu'on ne dispose pas du moyen technologique nécessaire. On n'a pas des caméras qui filment en 1 million d'images par seconde pour véritablement avoir le moment de l'impact entre le pied et le ballon, pour véritablement savoir quelle était la position du joueur qui attaque versus quelle était la position du joueur qui défend de la dernière ligne de défense. Donc ne pas avoir les bonnes caméras, déjà c'est pour moi un énorme problème entre guillemets si on considère qu'il faut juger les hors-jeux de cette manière en traçant des révélateurs ultra précis. À partir du moment où on se met dans la tête qu'on doit décider le hors-jeu au centimètre près, et ben comment est-ce qu'on peut réconcilier cette idée avec le fait d'avoir des caméras qui ont en gros une marge d'erreur de 20 cm voire plus. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose qui me semble assez évidente, c'est que lorsque la règle du hors-jeu a été créée, implémentée, c'était pas pour juger des situations comme ça. En gros, il y a une question d'inadéquation pour moi entre la règle telle qu'elle est implémentée aujourd'hui et l'esprit du jeu, l'esprit qu'il y avait derrière cette règle, l'esprit de la loi, qui était en gros d'empêcher des joueurs de camper devant le but. Quand on regarde ce processus historique, on se rend compte que la raison pour laquelle on a implémenté cette règle, c'était pour que l'attaquant ne bénéficie pas d'un avantage démesuré sur la défense. Aujourd'hui, est-ce qu'on estime réellement que lorsqu'un joueur offensif, nonobstant la question de l'inadéquation technologique, mais est-ce qu'on considère même qu'un joueur offensif qui a 5 cm d'avance sur un joueur défensif est en train de profiter d'un avantage conséquent pour marquer un but? Bon, sans doute que non. Donc ça, c'est la deuxième chose. Le troisième problème pour moi ensuite, au-delà des questions d'absurdité par rapport à l'esprit du jeu et d'absurdité technologique même, parce qu'on ne dispose pas des moyens nécessaires pour déterminer leur jeu, ok. Le troisième point, c'est plutôt un problème de frustration et on va dire, même plus que ça encore, de rupture avec l'instantanéité du plaisir footballistique. En gros, combien de buts de votre équipe sur les 2 saisons et demie est-ce que vous avez célébré avec au moins un peu de retenue? Moi personnellement, quand je vois une situation où mon équipe marque, et c'était sur une passe en profondeur, un joueur lancé dans la profondeur, un petit décalage, où il est possible qu'il y ait eu hors-jeu, même si c'est 30% de possibilité, même si j'en suis pas convaincu, mais je me dis, quand on est réexaminant la situation, avec la marge d'erreur, si on le décide au centimètre près, peut-être qu'il y aura hors-jeu. En fait, j'arrive plus à célébrer ces buts, et c'est dommage parce que
on enlève une énorme part du plaisir footballistique. Le foot, un sport qui se joue sur un tempo assez lent, où la plupart du temps, il ne se passe pas grand-chose. En gros, en moyenne, on a quoi, 2,5 buts par 90 minutes, 2,5 buts sur 1h30. C'est des brefs moments de plaisir extrêmement intense, c'est la particularité de ce sport, et si même ces moments, on doit les célébrer avec retenue, ou même, si même ces moments, on doit les rationaliser, les cérébraliser, se dire ok, je vais attendre de voir dans 30 secondes, je vais peut-être célébrer un petit peu plus au moment du coup d'envoi. Bref, ces postures pour moi, elles vont totalement à l'encontre de ce qui est censé être le foot, et le plaisir footballistique pour une audience notamment. Donc c'est un problème majeur, et le quatrième énorme problème, c'est quand même le temps que prennent ces décisions. On a parlé de tout un type d'absurdité, je crois qu'une des plus grandes formes d'absurdité, c'est l'attente au rond central pendant parfois 2-3 minutes pour décider si oui ou non il y avait hors-jeu, parce qu'on est tellement occupé à tracer des lignes au millimètre près, alors qu'en plus ces lignes sont absurdes comme on l'a évoqué sur le premier point, mais on est tellement occupé à le faire qu'on perd 2-3 minutes. Donc déjà le tempo du match ralentit, et puis en plus c'est une situation assez absurde qui pourrait profiter et évoquer de plus en plus et étudier de plus en plus la possibilité d'introduire des pubs, des moments commerciaux sur ces temps d'attente, ce qui est encore une folie incroyable. Mais voilà, tout ça pour dire que 4 problèmes majeurs, pour moi ces problèmes exigent une solution forte. Alors du coup, en faisant quelques recherches, en écumant un petit peu les forums de discussion, les articles, les propositions, j'en ai trouvé 3 que je trouve assez intéressantes, la troisième étant pour moi d'assez loin la meilleure. Mes 3 solutions potentiellement intéressantes, la première c'est d'introduire une question de probabilité de hors-jeu. On sait qu'avec les moyens technologiques dont on dispose, l'arbitrage vidéo n'est pas réellement en mesure, sur beaucoup de situations en tout cas, n'est pas réellement en mesure de déterminer si à 100% le joueur était hors-jeu. Du coup, ce que ce gars propose dans son article sur Medium, c'est en gros d'avoir des joueurs qui sont positionnés en fonction de la marge d'erreur. Il y a des probabilités de positionnement pour les joueurs, c'est assez mécanique quantique, mais en gros on estime qu'un joueur, vu la marge d'erreur sur les captures d'écran qui sont utilisés par la VAR, on estime qu'un joueur n'est pas exactement là, il est en gros dans un intervalle spatial. Pareil pour le moment où le ballon a été touché, et en gros, grâce à des calculs un petit peu avancés, on peut déterminer si le joueur est à 28% de probabilité hors-jeu, 73% de probabilité hors-jeu. Ce que le gars suggérait, c'était d'utiliser un cut-off, et en gros, il faut que le joueur ait plus de 2/3 de probabilité d'être hors-jeu, 66%. Si c'est plus de 66%, ok, là on donne le hors-jeu. Si c'est moins, non, pas hors-jeu. Et l'attaque profite de cette situation où on ne peut pas dire avec certitude, ou en tout cas où la marge de certitude n'est pas assez élevée. Donc pourquoi pas, je trouve ça pas inintéressant. Ça peut être un petit peu particulier quand même d'introduire encore davantage de technologie, de mettre une formule un peu obscure dans une situation qui est déjà assez compliquée. Mais sur l'idée, je trouve que déjà on est en train d'essayer de réparer de manière assez scientifique et assez technique le problème de l'inadéquation de technologie, donc pourquoi pas. La deuxième option, c'est une possibilité simplement de faire grossir la marge d'erreur. Donc vous avez vu que quand on trace les lignes, la ligne de l'attaquant, la ligne du défenseur, on regarde laquelle est devant laquelle pour déterminer s'il y a hors-jeu, pourquoi pas grossir la ligne du défenseur 2 fois ou 3 fois plus grosse que la ligne de l'attaquant. Simplement, il faut que ça signifierait qu'il faut que l'attaquant soit vraiment substantiellement devant le défenseur, que ce soit assez visible. C'est pas la solution que je préfère parce que je trouve qu'elle reporte un petit peu le problème. J'aime bien l'idée de donner un avantage à l'attaque, je crois qu'on sera d'accord là-dessus finalement, c'est comme ça qu'on va réussir à résoudre le problème, en admettant qu'on donne plutôt un avantage à l'attaque. Mais je suis pas certain que cette solution de faire grossir la marge soit la plus appropriée. Du coup, moi ce que je préfère, une autre solution que j'ai lue et qui me semble en réalité celle qui a le plus de sens et qui peut résoudre à peu près tous les problèmes en même temps, c'est d'arrêter avec le traçage de lignes, simplement prendre une capture d'écran. Ok, on admet qu'elle sera pas parfaitement juste, mais prendre une capture d'écran, la donner à l'arbitrage vidéo, pas de ligne tracée, 10 secondes pour prendre sa décision. Si on voit à l'œil nu, et sur une capture d'écran, ce qui est déjà une amélioration substantielle par rapport à l'arbitre de ligne, par rapport au juge de ligne qui doit faire en temps réel sa décision, là au moins on a pu arrêter l'image, on a l'image, on la regarde, 10 secondes, et même on peut imaginer un chronomètre qui s'affiche sur les écrans des téléspectateurs, réduction de la frustration. Mais 10 secondes pour déterminer à l'œil nu si le joueur est à
allez, 100% de certitude hors-jeu, ou en tout cas, si on est quasiment sûr que le joueur est hors-jeu, là on donne hors-jeu. Si à l'œil nu, on peut pas vraiment en être certain, et ben c'est simple, pas de hors-jeu, l'avantage profiter à l'attaque. De toute manière, si c'est impossible de déterminer à l'œil nu sur une image arrêtée si le joueur est hors-jeu ou non, bah pour moi c'est assez simple, le joueur attaquant n'a pas bénéficié d'une situation avantageuse pour marquer. Et c'est là qu'on se réfère à notre point historique de tout à l'heure, la raison pour laquelle on a implémenté le hors-jeu, c'est pour empêcher que l'attaquant ait un avantage véritablement substantiel sur le défenseur. Là, si on n'arrive pas à déterminer à l'œil nu en 10 secondes si le joueur est devant ou derrière, c'est qu'il n'a pas bénéficié d'un avantage substantiel, soyons honnêtes. Donc ça permettrait à la fois de régler le problème de l'inadéquation technologique, en fait on arrête globalement avec ces règles et avec ces lignes tracées. De toute manière, à partir du moment où il faut tracer des lignes, je pense qu'on est en train de s'éloigner de l'esprit du jeu. Je dis pas que ça peut ne pas être une solution, si on a des caméras qui filment à 1 million d'images par seconde et qui sont capables de prendre la décision de manière inassistée en 3 secondes, ok, pourquoi pas. Mais bon, c'est pas le cas. Je pense que c'est pas mal de se référer à l'esprit du jeu quand même. Je pense que c'est pas mal de dire que les situations de hors-jeu doivent globalement profiter à l'attaque. En tout cas, en cas de doute, ça doit profiter à l'attaque. Et je pense que c'est pas mal aussi d'avoir des situations qu'on peut trancher très rapidement. Je pense qu'une grosse partie de la frustration naît quand même du fait qu'on doit attendre plusieurs minutes pour savoir s'il y a hors-jeu, ce qui donne lieu à des situations véritablement absurdes. Là, en 10 secondes, pouvoir trancher et être dans une situation où la plupart du temps, bon, c'est assez clair que l'attaquant n'a pas pu profiter d'une situation avantageuse. Je me répète un peu, mais ça me semble être une solution véritablement pertinente. Se détacher un petit peu aussi de cette assistance technologique qui ne semble pas être en passe de résoudre vraiment tous nos problèmes, je crois que c'est pas mal aussi, et je dis pas ça en étant un luddite, moi je suis un grand fan de techno dans ma vie de tous les jours, je pense simplement que dans ce cas-là, elle n'est pas tout à fait appropriée. Donc voilà en gros pour tout ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Franchement, le but de cette vidéo, c'est aussi de récolter potentiellement de meilleures idées encore que celle-là. Je crois que mon idée globale, c'était il faut que ça aille plus vite, il faut que ça profite à l'attaque, il faut que les situations d'incertitude profitent à l'attaque, et j'avais la connaissance sous-jacente que les moyens technologiques sont pas adaptés. Donc voilà en gros, mais toutes ces idées me viennent plutôt d'autres personnes, donc je serais très intéressé de savoir vraiment ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez une idée miracle, magique un petit peu pour résoudre ce problème? Et puis, dites-moi ce que vous pensez aussi de cette question d'une image arrêtée, 10 secondes pour choisir. Je pense qu'à bien des égards, ça pourrait bien fonctionner. Donc voilà pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu ou intéressé ou vous a fait réfléchir, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, ça m'aide. Si vous voulez pas rater la prochaine, vous pouvez vous abonner à la chaîne. De notre côté, on se retrouve très vite. Prenez soin de vous, passez une excellente journée et soirée. Et on se dit à bientôt. Bisous.